Bonjour à tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter. On a une petite présentation chacun sur le sujet du jour, qui est le rythme de la décarbonation du transport aérien et maritime au niveau international, qui pose beaucoup de questions. Donc, moi, je suis Arthur Angelier, je suis senior manager, donc je suis consultant dans les équipes d'Ernst & Young climat et durabilité. Je suis dans ces équipes depuis 10 ans et je suis spécialisé dans le secteur du transport et de la logistique. Bonjour, donc Nicolas Joland. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'aérien, même si je pourrais vous parler du maritime. J'ai pas mal travaillé dessus par le passé. Je suis ingénieur chimiste à la base de l'École nationale supérieure de chimie de Paris à l'époque, donc juste à côté. Et puis j'ai poursuivi par une spécialisation à ce qui s'appelait à l'époque l'école du pétrole et des moteurs, qui s'appelle IFP School maintenant. Et depuis, donc j'ai passé 15 ans à l'Institut français du pétrole, où j'ai été l'expert carburant et j'ai travaillé sur un certain nombre de sujets avec toujours la même, ça fait 25 ans que je fais la même chose, hein. C'est assez simple, hein. Je sais faire que ça, moi c'est les carburants bas carbone. Voilà, c'est mon seul truc. Ça fait 25 ans que je fais ça. Depuis 10 ans, j'ai rejoint le groupe Safran en tant qu'expert émérite sur tous les sujets liés à la décarbonation de l'aérien et les carburants bas carbone. Donc ça veut dire à la fois les sujets de R&T, mais également des sujets liés à ce qu'on appelle l'advocacy. Advocacy, c'est le gentil mot pour dire lobby, parce qu'on n'aime pas ça. Mais c'est tout ce qui va être d'essayer de vulgariser dans le bon sens du terme auprès d'un certain nombre de personnes, et notamment des pouvoirs publics, sur des éléments liés à l'aérien. C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, justement, de vous montrer voilà, comment est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va y arriver, et comment est-ce qu'on va arriver à décarboner, principalement le secteur de l'aérien, parce que c'est ce qui nous concerne principalement maintenant. Mais voilà. Alors peut-être un tout petit peu plus de contexte aussi sur nos activités en lien avec le transport et la logistique. Côté Ernst & Young, donc on est en conseil et en audit. En audit, on vérifie notamment les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de mécanismes contrôlés, donc dans le cadre du CORSIA, dans le cadre du système d'échange de quotas au niveau européen pour l'aviation. Donc on audite des compagnies aériennes sur leur niveau d'émissions de gaz à effet de serre pour les besoins du système d'échange de quotas carbone au niveau de la Commission, au niveau de l'Union européenne. Et puis en conseil, on aide des acteurs qui soient transporteurs, logisticiens, clients final d'une prestation de transport, à définir des stratégies et des plans d'action pour réduire l'impact carbone de leur chaîne de transport, que ce soit sur du changement de mode ou de l'introduction de carburants aéronautiques durables, SAF, on va plutôt utiliser SAF je pense comme acronyme, et tout autre type de système de traçabilité des réductions carbone, sans parler de la compensation qui est à mettre à part, mais de systèmes de traçabilité qui peuvent être actionnés à différents coûts. Et la notion du coût de la tonne de carbone réduite est assez clé pour nos clients. Voilà. Donc moi je vais vous parler de manière un peu générale de l'empreinte carbone du transport aérien et maritime, des exigences de décarbonation qui sont issues notamment du GIEC et de sa déclinaison sectorielle, des initiatives ou réglementations pour décarboner au niveau des acteurs qui réglementent l'aérien et le maritime, au niveau international et au niveau européen, et puis faire un panorama des leviers de réduction de manière générale, et ensuite Nicolas pourra détailler et rentrer plus dans la technique de ces leviers dans un second temps. Donc quelques rappels sur les émissions de gaz à effet de serre de l'aérien et du maritime. C'est chacun 3% des émissions liées à l'énergie, des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde. Mais au global, le transport, c'est 23% des émissions de CO2 dans le monde et 29% en France. Donc on peut interpréter ça de plein de manières différentes, et je vous laisserai les conclusions qui vous intéressent le plus, mais on peut dire que c'est que 3% chacun, on peut dire que c'est 3% pour un apport à la société qui est ce qu'on en pense chacun individuellement, et on peut aussi se dire que c'est 3% chacun, mais il y en a quand même un des deux qui peut, avec les mêmes émissions, transporter près de 150 fois plus de marchandises,
et plus de 2 fois plus de passagers potentiellement. Alors pas avec la même vitesse, concrètement il y a plein d'usages où on ne peut pas remplacer l'un par l'autre, mais voilà, sur le panorama, c'est les mêmes émissions, mais finalement ce n'est pas les mêmes usages et ce n'est pas les mêmes intensités carbone, c'est ce que je voulais dire aussi sur cette Et en tant que valeur absolue, 3%, ça, si on plaçait l'aviation maritime comme un État, ça se situerait quelque part entre l'Allemagne et le Japon. Donc on va dire 8-9e place mondiale. Donc, vous voyez, l'aviation maritime, ça représente l'équivalent des émissions de CO2 de l'Allemagne. Donc même si le 3%, on peut dire, oh allez, c'est rien, on laisse tomber, c'est pas rien du tout. Ouais, c'est beaucoup. C'est l'aérien plus le maritime, ça fait donc 6%, donc ça fait un tiers du transport routier, qui est lui à 18%. Donc il faut aussi pas toujours regarder que l'aérien ou le maritime, et il y a vraiment un effort d'ensemble à faire. Juste cette petite page pour rappeler qu'on a des scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont développés par le GIEC et qui montrent un effort nécessaire assez élevé et qu'on n'y est pas. Les politiques aujourd'hui permettent d'infléchir la courbe d'augmentation, les politiques actées permettraient en théorie d'infléchir la courbe d'augmentation des émissions de CO2. Mais pas du tout au niveau des engagements, les pledges, ça c'est les engagements des États. Donc en fait ça montre déjà que les États ont des politiques actées qui ne sont pas au niveau des engagements qu'ils ont pris au niveau international. Et puis on pourrait ajouter que ces engagements, ils sont même assez différents d'un objectif de contenir à moins de 1,5 degré d'ici la fin du siècle les émissions de CO2, puisque ça c'est la courbe jaune. Donc on voit qu'il y a une décorrélation entre les politiques actées et les engagements définis et les engagements nécessaires pour contenir le réchauffement climatique. Bon, là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, mais c'est des éléments de contexte. Alors, sur la base de ces budgets carbone au niveau international, on a une initiative qui s'appelle la Science Based Target Initiative qui a pris le lead, qui a pris le rôle de découper les budgets carbone par secteur pour qu'à l'échelle d'une entreprise, on puisse savoir quelle est notre contribution à la décarbonation mondiale. Et donc, il y a des budgets carbone qui sont définis par le GIEC. Ensuite, il y a des scénarios d'émissions sectorielles qui sont définis par des groupements scientifiques comme l'IAMC ou par l'Agence internationale de l'énergie. Et il y a des méthodes d'allocation par taille d'entreprise, par secteur. Et ça donne des scénarios sectoriels. Et il y en a un pour le maritime, il y en a un pour le transport aérien qui est en révision. Et c'est des scénarios qui évoluent, mais ils ont le mérite d'exister. On ne va pas rentrer dans le détail de la méthode d'allocation, ce serait passionnant, mais ça demanderait un atelier dédié. Ce qu'on peut voir, c'est que les exigences de décarbonation pour les deux secteurs, transport aérien et maritime, selon les méthodes d'allocation qui ont été utilisées, sont très fortes. Très forte, et j'insiste, en valeur absolue pour le transport maritime, ce que demande la Science Based Target maritime, c'est de réduire de 96% les émissions de CO2 en absolu d'ici 2040 pour le secteur du maritime. Et donc 98% en intensité, parce qu'en gros, c'est quasiment tout réduire dès 2040. Et 2040, c'est dans 15 ans, 16. Et donc là, on commence à voir la question du rythme qui va poindre parce que, et on pourra y revenir, il y a des questions de renouvellement des flottes. Un navire, c'est entre 15 mais plutôt 25 ans de durée de vie. Et donc, si en 2040, il faut avoir décarboné de quasiment 100%, ça veut dire qu'il faut avoir, dès aujourd'hui, se mettre à remplacer tous les nouveaux navires par des navires qui sont décarbonés. Or, les technologies sont ce qu'elles sont. Enfin, on ne va pas faire le débat avant le débat, mais voilà, je veux quand même montrer que l'exigence de moins 96% en 2040, elle est très forte et on peut se poser la question de si elle est réaliste d'un point de vue économique et industriel. Ensuite, on pourrait dire, voilà, on met au rebut toutes les anciennes flottes avant la fin de leur durée de vie théorique et ça a un coût significatif, voire qui serait impossible à payer par le consommateur, mais ça pourrait être un choix. Voilà. Je veux juste présenter que là, c'est 96% sur le maritime et sur l'aérien. Alors, c'est plus compliqué de l'avoir en absolu parce que c'est en cours de révision, mais la dernière version de la SBTI aérien, elle dit moins 73% en 2040 en intensité.
Donc quand on dit en intensité, ça veut dire émission de CO2 par passager kilomètre ou émission de CO2 par tonne kilomètre, par tonne transportée sur un kilomètre. Voilà. Et le moins 73%, il est lui-même très exigeant aussi, mais on le verra dans le détail. Donc ça, c'est juste comment on passe d'un scénario du GIEC, ces fameux scénarios qui ensuite donnent lieu à des engagements des États dans les COP notamment. Donc on a les engagements des États dans les COP basés sur les scénarios du GIEC et comment on transcrit ça en un scénario sectoriel et un objectif que moi, en tant que Safran, même si ce n'est pas un transporteur, Air France KLM, CMA CGM, les grands acteurs du secteur au niveau international, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc ils ont la SBTI pour les guider, mais pour les guider un peu que demande la science. C'est un peu les objectifs qui viennent du dessus. Ils ont aussi plutôt le marteau du régulateur et ils ont à l'échelle internationale, comme le transport aérien, par définition, il est plutôt fait pour faire des grandes distances et il reste rarement, en tout cas dans une proportion assez faible à l'intérieur d'un seul pays. Il est réglementé à l'échelle internationale par l'OACI qui dépend d'une certaine manière des Nations Unies. Et le transport maritime, il est réglementé par l'Organisation maritime internationale qui est aussi une convention de parties au sein des Nations Unies. Donc ça, c'est important de comprendre que le régulateur, il n'est pas national, il est d'abord international au niveau des Nations Unies. Et l'OACI et l'OMI ont tous les deux fixé des règles de décarbonation qui ne sont pas vraiment de la même nature. L'OACI a commencé avec un système qui s'appelle le CORSIA, le Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation. Et le CORSIA, ce qu'il a mis en place, c'était avant 2020, je crois que c'était dès 2019, ce qu'il a mis en place, c'est le principe d'une croissance neutre du transport aérien mondial, neutre en carbone, à partir de 2019. Et donc, c'était une idée assez simple qu'au-delà d'une certaine limite, toutes les émissions doivent être compensées avec un certain niveau de crédit carbone et ils définissent les types de crédits carbone qui sont acceptés pour compenser les émissions. Mais globalement, il n'oblige pas à réduire les émissions, il oblige à compenser, il oblige à une neutralité et il permet la compensation, ce système du Sachant qu'en plus, je dirais un peu plus loin, il n'oblige pas. En fait, l'ONU, l'OACI n'est pas une autorité supranationale, elle n'a aucun droit d'imposer aux États. C'est-à-dire qu'en fait, l'OACI est un rassemblement des États qui se mettent d'accord pour implémenter dans leur politique elle-même. On a certains États qui, depuis le début, disent non, moi, je ne le ferai pas parce que ça ne correspond pas à ma politique, etc. etc. Ce sont des engagements volontaires. Ouais. Alors, sur l'OMI, c'est un peu différent parce que l'OMI a quand même, via aussi la Convention des États, mais a quand même le pouvoir de délivrer les permis de naviguer, les licences pour les navires. Alors c'est les États, hein, c'est les pavillons, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est les pavillons qui délivrent les licences, mais l'OMI a un côté un peu plus, et dans ses objectifs de décarbonation du secteur maritime, a un côté un peu plus contraignant. Et là, l'OMI a progressivement et jusqu'en 2023 compris, pris des mesures précises sur l'efficacité énergétique des navires dans leur design, l'efficacité énergétique des navires existants pour les obliger à atteindre une certaine... Donc le design des nouveaux navires, les navires existants et le Carbon Intensity Indicator, le C2I, qui est une obligation d'atteindre une certaine performance carbone pour les énergies utilisées à bord des navires. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se matérialise, mais l'OMI a vraiment pris différents types de mesures sur l'efficacité énergétique d'abord, mais aussi sur la performance carbone pour les navires. Et ce que risquent les compagnies qui ne respecteraient pas ça, c'est tout simplement de ne pas pouvoir avoir la licence pour pouvoir opérer et ne pas pouvoir passer par certains ports. Au niveau européen, on est allé un petit peu plus loin. Vous savez sûrement qu'avec le Green Deal, l'Union européenne fait la course en tête, ou en tout cas parmi les leaders de la décarbonation en général. Au niveau européen, on a deux réglementations, deux règlements européens. Alors le principe d'un règlement, contrairement à une directive, c'est que ça s'applique à tous en l'état. Ça ne souffre pas de transposition nationale, de débat dans les parlements nationaux. C'est vraiment les mêmes règles pour tout le monde dans les 27 pays de l'UE. Et on a un règlement qui s'appelle FuelEU Maritime
qui est sorti cette année. Et puis on a Refuel EU Aviation, parce qu'il y avait déjà eu Fuel EU Aviation il y a quelques années. Et ces deux règlements, ils sont assez similaires pour le coup. Autant entre l'OACI et l'OMI, la manière de driver ou la manière de conduire la décarbonation des secteurs aviation et maritime sont assez différentes. Autant au niveau européen, il y a un vrai parallèle avec, pour faire simple, une obligation d'introduction d'une part de biocarburant dans les navires dès 2025 et progressivement jusqu'à 2050, qui va crescendo, et un sous-objectif, parmi cette obligation d'introduction de biocarburant, un sous-objectif sur les carburants qui sont issus, enfin les carburants synthétiques, donc des carburants qui sont issus d'électricité, d'hydrogène vert et qui ne sont pas issus de la biomasse. Voilà, donc on dit qu'on doit atteindre 2% en 2025 de carburant, mais en fait, de biocarburant, mais en fait en 2030, il y aura aussi 1% de carburant synthétique et en 2050, ce sera 70% de biocarburant, dont la moitié de carburant synthétique issu de notamment la thématique de cette convention étudiante de l'hydrogène et de l'hydrogène vert en partie. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux ajouter quelque chose sur Refuel EU Aviation ou... C'est la façon, on a actuellement, enfin j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a cette vision de se dire, est-ce que l'Europe a la bonne façon de faire? Est-ce que l'Europe a choisi la bonne façon en disant, moi j'impose, moi j'oblige? On compare souvent la version américaine, la version, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Europe, en disant, l'Europe c'est le bâton et puis les États-Unis c'est la carotte. En Europe, on vous dit, vous devez mettre des carburants, vous n'avez pas le choix, et puis si vous n'y arrivez pas, on va taxer, on va mettre des pénalités, etc., etc. Aux États-Unis, on voit des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la sanction, de l'aide, au contraire, de l'aide, du soutien, en disant on va subventionner, on va aider au développement d'unités, etc., etc. Cette vision, elle est un petit peu caricaturale, parce qu'en fait, dans les faits, l'Europe a aussi tout un panel d'aide au développement, etc. C'est peut-être un petit peu moins visible, un petit peu moins structuré, un petit peu moins... Voilà. Mais en tout cas, c'est par rapport à l'Inflation Reduction Act américain. Mais voilà, il y a tout un panel d'aide. Personnellement, je trouve l'approche européenne beaucoup plus saine à long terme. L'approche américaine, c'est une industrie sous perfusion. C'est une industrie sous perfusion de soutien, de perfusion d'aide. Le jour où les aides s'arrêtent, l'industrie s'arrête. Voilà. En Europe, ok, c'est beaucoup plus violent en termes d'impact sur les compagnies aériennes, ça va leur coûter très cher, et on en parlera tout à l'heure, les carburants durables vont coûter cher à court, à moyen et même à long terme. Hein. L'idée des courbes qui se croisent et que tout d'un coup un carburant durable devienne pas cher du tout, je n'y crois absolument pas. Ça restera même à long terme très cher, donc ça va coûter cher aux compagnies aériennes, ça va coûter cher aux passagers, le prix du billet va forcément se ressentir. Néanmoins, c'est un message clair qui dit voilà, de toute façon, même à long terme, il y aura besoin de ça. Donc en tant qu'industriel, voilà, ce message il est là et on n'a pas tourné autour du pot, se dire oui mais si j'investis, est-ce que je vais avoir un marché, etc. Voilà, le marché il est là, il est créé. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif qui peut paraître, ça peut être un peu surprenant de dire en tant qu'industriel, on accueille de façon très positive un règlement qui impose quelque chose. Ben oui, si en effet, parce que c'est quelque chose qui nous donne une visibilité à long terme. Alors, tant qu'on est dans la comparaison Europe-États-Unis, je pense que c'est aussi intéressant de comprendre que dans la définition même de ce qu'est un biocarburant, oui. Et un biocarburant qui entre dans ces systèmes valables pour décarboner les transports, il y a des différences. Et donc, notamment des critères de durabilité, à savoir est-ce qu'on accepte des biocarburants issus de la biomasse mais issus de l'huile de palme, qui sont différents entre la définition européenne qui est peut-être la plus stricte, la définition américaine et puis la définition du régulateur international. Voilà, donc il faut aussi savoir lire dans les petites lignes parce qu'on pousse à la création d'usines pour produire des biocarburants, mais ces biocarburants peuvent être de différentes qualités et je ne reviendrai pas dans le détail de la production. Et pour terminer, je voudrais juste faire un panorama des options qui s'offrent pour décarboner le transport maritime et le transport aérien. Alors, pour le transport aérien, il y a un petit pare-feu du week-end. Hop. Pour le transport aérien, on a une coalition d'acteurs du secteur, qui soient compagnies aériennes,
gestionnaire d'infrastructure, donc d'aéroports, qui s'appelle l'Air Transport Action Group, qui a fait différents scénarios, et c'est pour ça que vous avez un peu des pourcentages entre crochets, mais globalement, les 4 grands leviers, c'est, et je vais partir de celui qui est le plus impactant, c'est l'utilisation de SAF, donc de carburant aéronautique durable, issu de la biomasse ou issu de carburant synthétique, pour plus de la moitié, entre 50 et 70% de la décarbonation du secteur. D'après les acteurs du secteur, ce sera issu de ces biocarburants ou carburants synthétiques. Des optimisations technologiques, et là on parle des nouvelles générations de moteurs, on parle des nouveaux ailerons, on parle de toute une série d'optimisations qui font qu'on peut améliorer l'efficacité énergétique du transport aérien. On parle d'optimisation opérationnelle, donc là c'est notamment faire se parler mieux les systèmes de contrôle aérien, améliorer le routing, faire en sorte qu'il y ait moins de temps d'attente avant d'atterrir pour des raisons… Et de décoller. Et de décoller, ouais, de moins faire tourner les moteurs pour rien. Voilà, donc ça, c'est les opérations, c'est un peu moins de 10% le potentiel qui est visible. Et puis, ce qu'on dit, c'est que même en faisant tout ça, on n'arrivera pas complètement à la neutralité. Il restera évidemment des émissions résiduelles qui restent à compenser ou séquestrer. Sur le maritime, on a quelques leviers complémentaires et principalement la réduction de la vitesse qui a déjà beaucoup eu lieu suite à la crise de 2008-2012. Avant la grande crise économique des subprimes, les navires allaient à toute allure et n'étaient pas très optimisés. Et puis il y a déjà eu une réduction de vitesse assez significative. Je n'apprendrai pas aux jeunes ingénieurs que vous êtes que la consommation est quand même proportionnelle au carré de la vitesse. Et donc la réduction de vitesse, en fait, c'est quand même la mesure qui est la principale mesure qui peut permettre de réduire. C'est moins valable, je pense, pour l'aérien. Je connais un peu moins la physique de l'aérien, mais je ne suis pas sûr que ce soit un levier qui soit identifié, la réduction de la vitesse. Alors, la réduction de la vitesse, c'est un levier ça pourrait être très important. Néanmoins, la principale difficulté est qu'un navire existant, si on le fait ralentir, on gagne en CO2, alors qu'un avion qui est fait, il est designé pour faire aller à une certaine vitesse. Donc si on le fait ralentir, voilà. Par contre, si on décidait de ralentir les avions, on pourrait designer des avions qui seraient optimisés pour ces vitesses-là. Et là, on aurait un gain en CO2 important. C'est pas en faisant ralentir un avion qu'on va gagner, mais par contre, on pourrait, et on y travaille pour les générations futures, peut-être aller moins vite pour permettre de gagner, d'avoir des gains supplémentaires. Alors, sur un navire, on peut réduire la vitesse tout de suite, et c'est encore plus efficace si, en plus de réduire la vitesse, on adapte la ligne de flottaison, on adapte la forme du bulbe, on adapte la forme de l'hélice. Ça permet vraiment d'optimiser complètement. Voilà. Et sinon, c'est à peu près les mêmes grands leviers qui s'appliquent différemment, mais je terminerai juste avec un point, c'est l'attente devant les ports ou l'attente devant les grands points de passage que sont les canals de Panama et canals de Suez. Il y a des goulets d'étranglement dans le transport maritime international. Donc aller à 25 nœuds ou à 20 nœuds pendant 4 jours, si c'est ensuite pour attendre 3 jours devant le canal de Suez ou 3 jours devant le port avant de pouvoir décharger, c'est peut-être pas très optimisé. Il vaut mieux avoir des systèmes d'échange de données qui font qu'on sait qu'on peut réduire la vitesse et faire un trajet plutôt de 6 ou 7 jours pour arriver juste à temps avec la marge raisonnable pour pouvoir passer. Voilà. Ce qui est un peu moins vrai, mais c'est un peu quand même le temps d'attente en vol pour pouvoir atterrir. Finalement, c'est les mêmes contraintes. Hein. Voilà. Le slot d'arrivée, un aéronef qui décolle, il connaît déjà son slot d'arrivée. Il sait déjà à quelle heure il doit arriver et le slot d'atterrissage, il est réservé à l'aéroport d'arrivée. Ce qui est même sur des vols long courriers. Donc, ce qui veut dire que tout est planifié à l'origine. C'est pour ça d'ailleurs que ça pose pas mal de soucis, notamment en termes d'optimisation, on en parlait tout à l'heure. L'optimisation des vols, on parlait tout à l'heure des traînées de condensation par exemple. Il y a un moyen qui est extrêmement efficace de lutter contre ces traînées de condensation, c'est d'éviter les zones West Form. Parce qu'au final, c'est des zones très particulières, on appelle les zones givrantes, où là, les conditions de température et d'humidité font qu'on a formation de cette traînée de condensation. Donc il suffirait, entre guillemets, d'être capable de les détecter et de les éviter. La problématique est que pour l'instant, si on dit à chaque aéronef d'éviter ces zones givrantes, etc., ça veut dire qu'on va perturber tout et
pour l'instant, on n'a pas tout le système global de management au niveau mondial de ce trafic aérien qui ferait qu'on serait capable de dire, OK, bah cet avion, hop, je le déroute, je le fais descendre, je le fais à la droite, je le fais à la gauche, etc. Parce que ça veut dire qu'il perdrait son heure d'arrivée. Et donc ça perturberait tout le trafic à l'arrivée et on se rend compte qu'au final, ce qui gagne en traînée de condensation, il le perd en CO2 en tournant autour de l'aéroport à l'arrivée. Donc c'est une question, ça peut paraître simple, on va se dire on va faire voler les avions tout droit et voilà, bah non, c'est pas aussi simple que ça. Hop là, hop, j'ai essayé de faire marcher le machin truc. Ouais. Et pareil, même si ce matin, c'est d'alterner entre aérien, maritime, profiter de vos deux intervenants et des deux expertises. Ok. Donc, je vais focaliser un petit peu sur l'aérien. En fait, je vais reprendre ce qu'Arthur vient de dire. Je vais vous montrer en gros cette fameuse courbe là. Elle est belle, hein, on voit tous les départs, technologie, SAF, etc., etc. Vous montrer pourquoi on est arrivé à ça. Pourquoi on est arrivé à ça et pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on va arriver pour maintenant mettre en musique cette courbe-là? Parce que c'est facile, hein, voir les objectifs à 2050 ou 2070, c'est facile. Hein, finalement, on ne sera pas là pour vérifier. Enfin, moi en tout cas. Voilà. Donc, on pourrait très bien prendre des engagements qui sont complètement irréalistes en disant de toute façon, demain on ragera si. C'est absolument pas ça. Et je vais vous montrer pourquoi. En tout cas, nous, on met tout en œuvre pour y arriver. Juste avant, je voulais rappeler un certain nombre d'éléments. Je suis désolé, j'ai quelques planches en anglais, j'ai fait mon feignant, j'ai fait des copies-coller. L'industrie aéronautique, l'aéronautique, tout comme le maritime, sont considérés comme des moyens de transport ou des industries qui sont difficiles à décarboner. Pourquoi c'est difficile à décarboner? Parce qu'il y a un certain nombre de spécificités qu'il faut garder en tête parce que ça va nous contraindre sur tout le reste. Le premier, c'est que globalement, il y a quand même déjà des gains énormes qui ont été faits. On parlait tout à l'heure de SBTi qui dit il faut réduire de 78%, 116% les émissions de CO2 d'ici 2050. Il faut quand même rappeler que les émissions de CO2 depuis les années 50 de l'aviation ont déjà été réduites de 80%. Actuellement, en efficacité énergétique, en CO2 par passager kilomètre, un aéronef actuel émet 80% de CO2 en moins qu'un aéronef des années 50. Ce n'est pas uniquement la technologie, hein, c'est aussi le fait qu'on met de plus en plus de monde dans un avion. C'est la densification. Et croyez-moi, si on pouvait, on les ferait voyager debout, les passagers. Enfin, nous non, mais certaines compagnies aériennes, oui. Parce que la densification, c'est un des moyens les plus simples de transport en commun poussé à son extrême. Jérôme l'a cité tout à l'heure, un point qui est fondamental aussi, c'est le fait que c'est l'impact des vols long courrier. Les vols long courrier, les vols de plus de 1500 km, on va dire moyen et long courrier, ils représentent à peu près 25% des vols en termes de nombre de vols, donc c'est une minorité. Par contre, ils représentent plus de 70% des émissions de CO2. Donc ces vols long courrier, ils sont fondamentaux. Donc si on retourne le chiffre, on peut se dire qu'une solution qui décarbonerait que les vols court courrier de moins de 1500 km, eh ben ces vols-là, ils permettraient de réduire de l'ordre de 30% les émissions de CO2. C'est en ça que, et ça je le dirai plusieurs fois, les solutions miracles de dire, vous voyez, demain on va faire un avion électrique, etc., non, ce ne sont pas des... Et lorsque Safran dit l'hydrogène n'est pas une solution de décarbonation de l'aviation en 2050, ce n'est pas du tout remettre en cause l'hydrogène, ce n'est pas du tout dire qu'on n'y croit pas, qu'on n'y travaille pas, etc. Ce n'est pas du tout mettre un petit tacle à notre partenaire Airbus sur le sujet, c'est uniquement la réalité. Pour l'instant, les technologies hydrogènes, elles vont couvrir dans un premier temps des aéronefs qui vont avoir des ranges limitées, qui vont emmener un nombre de passagers limité, qui vont donc couvrir une part limitée des émissions de CO2. Et donc le développement de l'avion hydrogène ne permettra pas d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle y participera, mais elle toute seule, elle ne le permet pas. Voilà, c'est physique. On l'a cité tout à l'heure, les temps longs. C'est une industrie dans laquelle il faut 15 ans pour développer une technologie qui va être mise sur le marché pour des aéronefs qui vont durer au minimum 20 ans. Au minimum, on va dire une vingtaine d'années sur les lignes européennes, américaines, etc. On est parfois à 30, 35 sur des lignes africaines et puis sur des avions qui font du fret, on peut même aller plus loin. Il y a encore des 747 qui font du fret et qui sont des aéronefs qui sont plus vieux que moi. Et c'est pas peu dire.
Autre point important, la sécurité. Alors ça, c'est fondamental. La sécurité des vols, c'est fondamental. On est sur une industrie qui ressemble largement à ce sujet-là à l'industrie nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est soumis à un certain nombre de réglementations qui sont extrêmement sévères. La décarbonation, c'est notre priorité numéro 1, mais elle ne se fera jamais au détriment de la sécurité des vols. Alors ça peut vous paraître un peu surprenant quand on voit des portes qui s'envolent au décollage. Ce qui se passe actuellement, c'est extrêmement particulier. C'est des choses... voilà. Lorsque l'on regarde les bases de données d'incidentologie aérienne, alors je ne vous le conseille pas parce que quand on regarde ça, en général, on ne prend plus l'avion après, mais l'ensemble des incidents sur les avions sont répertoriés, sont étudiés, sont mis dans des bases de données, il y a du rétrofit qui est fait, etc. Il y a un retour d'expérience qui est fait pour améliorer, etc. etc. C'est en permanence. C'est en permanence, on vérifie ça. Et lorsqu'on met la moindre technologie sur le marché, on doit garantir au régulateur, qu'elle soit l'autorité de sûreté aérienne européenne, soit la FAA aux États-Unis, on doit lui garantir que cette technologie respecte les règles en termes de safety, et notamment un nombre de pannes par, alors c'est du 10 puissance 9, donc c'est par des milliards d'heures de vol. En gros, on doit montrer que l'avion ne tombera pas en panne sur une longue durée qui est à peu près 10 fois sa durée de vie. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais c'est ça. Donc comment est-ce qu'on fait? En général, on fait de la redondance, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un morceau de l'avion qui est susceptible de tomber en panne, eh ben, on va mettre un deuxième. En disant, bah, si le premier tombe en panne, le deuxième va prendre le relais. Et ce deuxième, il ne sera pas de la même marque, pas du même type, etc. Pour se dire, bah, si jamais le fournisseur il a un problème de fabrication, eh ben, ça ne touchera pas l'intégralité. Et puis si 2, ça ne suffit pas, on en met 4, on en met 8. Enfin voilà, tout ça, c'est basé là-dessus. Il se trouve que quand on va changer de carburant, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas redondant dans un aéronef, c'est le carburant. C'est le même carburant pour tous les moteurs, c'est ce carburant-là qui va faire fonctionner l'intégralité de l'aéronef. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important parce que lorsqu'on va changer de carburant, il y a toujours cette crainte-là de se dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas réduire la sécurité des vols? Est-ce qu'on ne va pas avoir des soucis de fonctionnement, etc. avec ces nouveaux carburants? C'est pour ça que lorsqu'on parle de SAF, on a l'impression qu'on découvre, ça fait à peu près 25 ans qu'on y travaille. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur ces carburants-là, qu'on met en place des essais, qu'on met en place des normes, etc. pour s'assurer que ça fonctionne. Un autre point important, c'est le poids. Alors ça, c'est aussi assez fondamental, notamment par rapport au transport terrestre. Le poids, c'est notre ennemi fondamental. Le moindre kilo dans un avion, il est extrêmement impactant sur la consommation des émissions de CO2. Certaines compagnies aériennes, alors ça fait tout le temps rigoler, certaines compagnies aériennes envisageaient une certaine fois d'imposer d'aller aux toilettes avant de prendre l'avion. All Nippon Airways, par exemple, avait calculé que si l'ensemble de ses passagers allaient aux toilettes avant de prendre l'avion, ils pourraient gagner 2% de CO2. United Airlines a calculé qu'il dépensait 15 millions de dollars par an en carburant pour transporter les téléphones portables des passagers. Ouais, le poids, il est fondamental. Ça veut dire que toute technologie qui entraînerait une augmentation de poids, bah, tout de suite on dit, voilà, attention, il faut la regarder. Ce qu'elle gagne, est-ce qu'elle va nous coûter? Et là, on revient aux questions qu'on se posait tout à l'heure, sur les batteries, sur l'hydrogène, etc. On va avoir un système qui, OK, va émettre beaucoup moins de CO2, mais d'un autre côté, il va rendre l'avion obèse. Il va avoir du poids, etc., etc. Donc à un moment, on va voir ce qu'on va gagner par rapport à ce qu'on va perdre. Et dernier point important, on a parlé d'émissions de CO2, mais au final, les émissions de CO2, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le réchauffement climatique. Or, l'aviation, notamment, a un impact sur le réchauffement climatique via ces émissions de CO2, mais via aussi ce qu'on appelle les effets hors CO2. Vous en parlez tout à l'heure, les effets hors CO2, c'est tout ce qui se passe en haute altitude. Ce sont les fameuses traînées de condensation, ce sont les oxydes d'azote, etc. Ce sont tous ces impacts-là qui vont avoir un effet sur le réchauffement climatique. Il y a plein d'incertitudes autour de ça. Une chose est claire, ces effets sont au moins du même ordre de grandeur que le CO2. Au moins. Donc si on émet 0 CO2 sur l'ensemble de l'aviation, on n'aura fait que la moitié du trajet. Donc il faut en même temps lutter contre ces effets. Et donc, une solution qui serait 0 CO2, mais qui entraînerait une augmentation des effets hors CO2, il faudrait la regarder de façon très prudente. D'où les questions, notamment autour de l'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on travaille d'arrache-pied pour essayer de mettre le plus vite possible des avions en l'air pour voir ce que ça donne. Pour essayer de regarder si un aéronef alimenté à l'hydrogène n'aurait pas une tendance à faire plus de traînées de condensation, plus de panache de fumée, etc., qui aurait en fait un impact négatif. Et à ce moment-là, cet aéronef, bien qu'étant 0 CO2, pourrait avoir un impact sur le réchauffement climatique qui serait plus mauvais. Donc quand vous mettez tout ça ensemble, vous dites, OK, c'est quand même pas gagné, c'est quand même pas simple, parce que les contraintes, elles sont extrêmement importantes. Et donc, sur ce graphique-là,
les deux priorités qu'on va avoir, en tout cas nous, côté Safran, enfin, en fait, c'est deux priorités numéro 1, en fait. C'est fait exprès, hein, c'est pas une erreur. C'est deux priorités numéro 1. Ça va être l'efficacité énergétique de la flotte. Et donc, lorsque l'on voit ce type de moteur, par exemple le moteur RISE que l'on développe avec notre partenaire GE aux États-Unis, dans le cadre de coalition qui s'appelle CFM, ça peut paraître bizarre de se dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne ressemble pas du tout à un moteur. Là, on prend des risques. On prend des vrais risques. On est en train de dire, là, le moteur du futur, c'est un moteur qui ne sera pas du tout comme celui de maintenant. Il faut imaginer que ce moteur-là, il fait à peu près 2 fois la taille d'un moteur classique. Hein. Les pales, elles font à peu près 3 mètres, à peu près la taille du plafond. C'est un moteur qui fait cette taille-là. C'est un moteur énorme. C'est un moteur, on ne sait même pas encore comment on va le mettre sur le ciel de l'avion. On ne sait même pas où on va le mettre, comment on va équilibrer l'avion, etc. C'est une rupture technologique. Pourquoi est-ce qu'une boîte comme Safran, ou en tout cas CFM, qui est le leader actuel en termes de motorisation, c'est nous qui vendons le plus de moteurs au monde, pourquoi est-ce qu'on prend un tel risque? Pourquoi est-ce qu'on ne se repose pas sur nos lauriers en disant on va continuer comme ça? Tout simplement parce que gagner 15% de CO2 tous les 15 ans, ce n'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant. Il faut accélérer. Et pour accélérer, il faut prendre des risques et donc aller vers ça. Ça, ce type de moteur-là, on estime qu'on est capable, une fois installé sur l'avion et optimisé, de gagner 30% par rapport aux générations précédentes. Un aéronef actuel, un moyen courrier bien optimisé, on va consommer de l'ordre de 3 litres au 100 km par passager. 80 grammes de CO2 par kilomètre. Là, on va encore gagner 30% avec ça. 30%, ce n'est pas 100%. Mais 30%, ça nous permettra d'améliorer, ou en tout cas d'augmenter de façon assez importante cette partie de technologie. Derrière la technologie, il y a la propulsion, il y a aussi le poids de l'aéronef, il y a l'aérodynamisme, etc., etc. Il y a toutes ces choses-là qui vont jouer. Et sur ces carburants durables, la question, ça va être le développement des énergies bas carbone. Comment est-ce qu'on va pouvoir développer ces énergies bas carbone? Comment on va pouvoir les mettre sur le marché? Est-ce qu'on va être capable d'avoir les volumes suffisants? Et quel type de carburant on va développer? Alors ces questions-là, elles se posent systématiquement. Lorsqu'on va parler de carburant durable à partir de biomasse, la question va se poser de dire oui, mais quelle biomasse? Où est-ce qu'on la récupère? Est-ce qu'on en a assez? À quel coût? Etc. Lorsqu'on va parler de carburant fait à partir d'électricité bas carbone, que ce soit des e-fuels, que ce soit de l'hydrogène, etc., va se poser la question de la disponibilité de l'électron bas carbone, à quel endroit, comment est-ce qu'on le produit, c'est du renouvelable ou c'est du bas carbone, quid du nucléaire, est-ce qu'il vaut mieux mettre ça dans un avion plutôt que dans une voiture ou inversement? Il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui viennent complexifier fortement la question. Si on regarde en fait ces volumes-là, voilà ce que nous on pense actuellement. Les besoins de l'aérien, ils vont être à un horizon 2050 de l'ordre de 400 à 500 millions de tonnes de carburant. C'est quoi ces 400 à 500 millions de tonnes? C'est la résultante d'une croissance du trafic et d'une amélioration de l'efficacité de la flotte et des opérations. Voilà. Vous avez la croissance, vous gagnez avec la flotte, vous gagnez avec les opérations, et il vous reste ça. Voilà, c'est le bas de la courbe en fait qu'il faut compenser. Alors ce chiffre-là, il va dépendre fortement d'hypothèses de croissance, il va dépendre fortement de notre capacité à fournir des technologies bas carbone, etc. etc. Voilà, entre 400 et 500 millions de tonnes. C'est beaucoup, 400 millions de tonnes. Actuellement, l'ensemble des biocarburants au monde, c'est à peu près, on va dire, 150 millions de tonnes. Donc c'est à la fois beaucoup, parce qu'on est en train de dire qu'il nous faut 3 fois l'ensemble des biocarburants actuellement au niveau mondial. Maintenant, c'est l'ordre de grandeur de quelque chose qui est faisable industriellement. Lorsqu'on dit 400 millions de tonnes à des industriels, ils disent oui, ok, à partir du moment où on a le business, je vois la même chose, à partir du moment où on a le marché qui est derrière, s'il faut investir pour faire 400 millions de tonnes à un horizon 2050, c'est faisable. Encore faut-il qu'il y ait un marché derrière. J'ajouterais peut-être qu'il ne suffit pas de faire x3 par rapport aux 150 millions de tonnes aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une compétition d'usage, une compétition entre les modes. Voilà, je vais venir juste après. Alors les leviers principaux, à chaque fois j'ai mis les leviers principaux, j'ai mis ceux en vert, ceux sur lesquels Safran, en tout cas en tant qu'équipementier, on a un levier. Je ne sais pas si vous connaissez Safran, mais en gros, pour simplifier, Safran est une société qui fait tout dans l'avion sauf l'avion. On fait les moteurs, on fait les sièges, on fait les écrans, on fait les toboggans, les trains d'atterrissage, etc. Donc nous, notre levier principal, ça va être l'efficacité de la flotte, ça va être la technologie qu'on va mettre derrière pour ça. Il y a un autre levier que vous allez tout de suite mettre sur la table, c'est la croissance. Plus on va avoir de croissance de l'aérien, bien entendu, plus il va être difficile d'atteindre cette neutralité carbone. Et un secteur qui est en croissance de 3, 4, 5% par an, atteindre la neutralité carbone va être beaucoup plus compliqué qu'un secteur qui est flat ou qui a tendance à décroître. Donc on peut se dire clairement, et la question elle est légitime,
est-ce que le moyen, le levier le plus important pour décarboner l'aérien ne serait pas la décroissance de l'aérien? Alors sûrement, simplement pour l'instant on n'a aucun signe de cette décroissance. Strictement aucun signe. Même dans des pays comme la France où on a cette sensibilité, où on a ce discours, etc., le trafic aérien, il est revenu à son niveau pré-Covid. Et dans certains pays, on est même au-dessus du niveau pré-Covid. Voilà. Il y a cette demande extrêmement forte en transport aérien. Et les seules réductions locales qu'on a pu voir poindre, c'était en fait pas pour des raisons de CO2, c'était pour des raisons de bruit et d'extension d'aéroports, et notamment à Amsterdam en ce moment. Il y a des sujets très importants sur le bruit autour de Schiphol qui font que le gouvernement a voulu réduire la capacité de l'aéroport d'Amsterdam. Voilà, mais ce n'est pas directement pour des questions CO2. Donc nous, en tant qu'industriels, bien entendu, ce n'est pas notre intérêt de réduire. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de voler. Enfin, si, je peux vous le dire. Personnellement, je vole quasiment plus. Mais c'est un choix personnel. Je veux dire, c'est un choix personnel parce que je peux me le permettre. Parce que je suis en région parisienne, parce que j'ai des moyens de transport qui font que, parce que j'ai des infrastructures qui font que, parce que je vis tout aussi bien sans prendre l'avion le matin pour faire un aller-retour à Toulouse comme je le faisais avant. Voilà. Mais c'est un choix, parce que je peux me le permettre. Certains ne se le permettent pas. Et moi, je ne suis pas à même de juger leur façon de vivre. Donc voilà. Ensuite, comment on va voilà, ces 400-500 millions de tonnes, qu'est-ce que ça va donner? D'abord, les carburants à partir de biomasse. Les carburants à partir de biomasse, c'est énergétiquement ce qui est le plus efficace. Parce qu'il se pose toujours la question, demain, le monde énergétique, il va être extrêmement contraint. On va avoir une quantité d'énergie donnée, qui va être de la biomasse, qui va être de l'électricité bas carbone, quelque chose comme ça, et on va avoir un certain nombre de besoins. Le tout est d'arriver à faire coller cette ressource avec les besoins. Sachant que les ressources bas carbone, tout le monde en veut. Ça serait facile, je veux dire. La question qu'on nous pose tout le temps, est-ce qu'il y aura suffisamment de biomasse pour alimenter l'aérien? Eh ben ouais. Oui, il y en aura même largement trop. La problématique, elle n'est pas la disponibilité, la problématique, elle est la concurrence. Lorsque vous regardez toutes les données, on dit en général 500 millions de tonnes, c'est une vingtaine d'hexajoules. On parle en ces volumes, ça fait beaucoup de zéros, donc c'est des hexajoules. Une vingtaine d'hexajoules. Lorsque vous regardez les documents, les études de disponibilité de la bioénergie, même à long terme, ce que fait l'AIE, ce que fait l'IRENA, etc., en général, on va être entre 120, 150, 180 hexajoules de disponibilité à un horizon 2050. Donc on peut se dire, on a besoin de 20, il y en a 150 disponibles, on est tranquille. La problématique, c'est que tout le monde en veut. Cette bioénergie, tout le monde en veut. Et lorsqu'on va se dire, est-ce qu'il vaut mieux faire voler des avions ou faire du feu de bois? C'est des choix qui... C'est super compliqué. Et même si on prend un argument scientifique, de se dire, alors ok, allons vers l'efficacité énergétique maximale, c'est-à-dire utilisons chaque millijoule de cette énergie de la façon la plus efficace possible. Mais lorsqu'on fait ça, on arrive à des choix qui sont compliqués aussi. De se dire, honnêtement, prendre de la biomasse pour en faire du biogaz, pour le mettre dans une chaudière à gaz, pour chauffer votre eau ou votre chauffage à la maison, c'est d'une inefficacité monstrueuse par rapport à une pompe à chaleur électrique. Donc la solution, elle est de dire toute la biomasse, vous l'utilisez pour faire des carburants aériens et vous imposez ou vous interdisez le chauffage au gaz que vous remplacez uniquement par des pompes à chaleur électriques, etc. Et donc vous allez voir Madame Mouchu, vous dit ma pauvre dame, je suis désolé, mais scientifiquement, on a tranché. Hein. Vous ne pouvez plus utiliser votre chaudière, vous devez dépenser vos 10 000 € pour assurer votre pompe à chaleur, tout ça parce que la biomasse, on va la mettre dans des avions. Même si scientifiquement, on la comprend, cette solution-là, humainement et politiquement, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, nous, se reposer uniquement sur la biomasse. C'est pas possible, on ne peut pas dire demain, vous inquiétez pas, on aura la biomasse, s'il faut 400 millions de tonnes, on les aura, s'il faut 500, on les aura. Non, c'est pas possible. Donc on a fait des hypothèses. Et ces hypothèses, en gros, on s'est dit, on va prendre parmi cette biomasse à peu près le pourcentage actuel qui est utilisé par l'aviation parmi les produits pétroliers. Ce que tout aussi faux que c'est vrai, enfin voilà, on prend une dizaine de pourcents de tout ça. Et donc on arrive en se disant, on estime qu'on peut avoir à peu près entre 8 et 10 hexajoules à partir de la biomasse pour faire des biocarburants, sans perturber les choses, sans aller piocher sur les autres, sans empêcher le reste des marchés de vivre. Si demain on dit, le transport terrestre, c'est inefficace de mettre des biocarburants par rapport à un véhicule électrique, voilà, ok, on aura plus de biomasse.
Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas des décisions que nous prenons. Nous, on peut essayer d'expliquer les choses, mais ce n'est pas nous qui allons prendre ces décisions-là. Donc voilà, on estime qu'à peu près la moitié, ce sera les biocarburants. Et donc le reste, ce sera à base d'électricité bas carbone. Et là aussi, ça va faire des volumes qui vont être énormes, parce que 200 millions de tonnes, lorsque vous mettez le rendement derrière et l'électricité qui est derrière, ça fait un certain nombre de térawattheures. Ça veut dire que pour alimenter l'aérien, actuellement, avec des e-fuels, avec ces volumes-là, il faudrait prendre 40% d'électricité mondiale, juste pour faire voler les avions. Voilà. Ce sont des chiffres qui sont assez monstrueux. Alors après, on peut aussi être optimiste, on peut dire, ah oui, mais ce volume en termes de térawattheures, c'est la croissance de la production d'électricité mondiale ces 10 dernières années. Donc ça a été fait, pourquoi ce ne serait pas fait? Encore à nouveau. Oui, potentiellement, techniquement, c'est des choses qui peuvent être faites, mais c'est des choses qui devraient être faites par une incitation très forte à un développement massif de la production d'électricité bas carbone. Une chose est claire, et ça c'est un message que l'on porte extrêmement fort, dans tous les cas. Il y a plein d'incertitudes sur la décarbonation de l'aérien, du maritime, etc. Il y a une chose dont on soit sûr, le développement massif de la production d'électricité bas carbone, et donc de l'hydrogène derrière, c'est absolument nécessaire. Parce que l'hydrogène, il est à la base de tout ça. L'hydrogène, il sert à faire des carburants durables, l'hydrogène, il sert à désulfurer les carburants fossiles, l'hydrogène, il sert à faire des e-fuels, il sert à être mis dans un avion hydrogène, il sert à être mis dans un véhicule électrique, il sert à faire de l'ammoniac pour être mis là. L'hydrogène est à la base de toute cette décarbonation. Donc on peut se poser plein de questions sur la technologie, etc. Il y a une chose qui est claire, sans un déploiement massif et immédiat d'électricité bas carbone, clairement, on n'y arrivera pas. Et donc on passe d'un domaine où disant, on avait un système qui était simple, c'est-à-dire qu'on avait un carburant produit par du pétrole, qui était le même partout dans le monde. Je suis également colonel de réserve auprès du service de l'énergie opérationnelle, et je m'occupe notamment de transition énergétique des forces armées. Et mes collègues militaires ont toujours tendance à dire, il y a deux choses dans le monde que vous trouvez en qualité constante partout dans partout dans le monde, même dans le coin le plus paumé d'Afrique, c'est du Coca-Cola et du kérosène. Et c'est vrai. On a un carburant actuellement qui est le même partout, qui a une qualité harmonisée au niveau mondial. Quel que soit l'endroit où l'avion arrive, il trouvera le bon carburant, compatible avec la technologie. C'est quasiment miraculeux. Et là, je suis en train de vous dire, demain, vous aurez pour des petits avions de l'électrique, pour des avions un petit peu plus gros de l'hydrogène, pour des avions un peu plus gros des SAF, avec des SAF différents en fonction du pays, parce que la biomasse ne sera pas la même, avec un coût, beaucoup de SAF, avec un autre coût, beaucoup de biocarburants, dans un autre pays, aucun biocarburant, parce qu'il n'y a pas de biomasse, donc ce sera que des e-fuels, etc. Et tout ça devra fonctionner ensemble de façon totalement harmonisée et de façon totalement safe. C'est un challenge phénoménal. C'est passionnant. C'est passionnant. Je vous dis, ça fait 25 ans que je fais ça, je ne m'ennuie pas une minute, ça. C'est passionnant. Mais c'est un challenge énorme. Et surtout, c'est un challenge énorme, et j'ai en conclu là-dessus, c'est un challenge énorme qui devra se faire que par un soutien politique fort. C'est des décisions politiques qui vont faire ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'industriels, on a notre rôle et on le joue. C'est-à-dire qu'actuellement, Safran, c'est 75% de la R&D dédiée à l'aviation bas carbone. Et ça fait quelques milliards. Et on est challengé là-dessus. C'est-à-dire que toutes les feuilles de route de R&D, alors nous, Safran, c'est le royaume du KPI. Hein, on aime bien mettre des Key Performance Indicators, on en met partout. Et le numéro 1 sur toute la feuille de R&D, c'est de dire, est-ce que ton développement de R&D, il va dans le sens de la décarbonation? Si le développement, il ne va pas dans ce sens-là, il a intérêt à avoir de sacrés arguments pour passer les fourches codines en termes de budget. Donc c'est notre priorité numéro 1 en termes de R&D. Et on va jouer notre rôle. Maintenant, même si nous, on met tout de notre côté, etc., les choix politiques peuvent faire qu'on n'y arrivera pas. C'est possible. S'il n'y a pas derrière un alignement, et un alignement qui est par des choix qui vont être éclairés, et pas uniquement par des discours caricaturaux, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc dire demain on arrêtera de voler, oui, peut-être au niveau français, oui, peut-être, voilà. Peut-être parce qu'on a la possibilité. Dire on va remplacer l'avion par le train, c'est une absurdité. Dire on peut se passer l'avion, c'est une absurdité. Maintenant, dire est-ce qu'on doit forcément prendre l'avion pour aller... dans ma jeunesse, j'ai vécu pendant 6 mois à Bratislava. Et à Bratislava, tous les week-ends, on avait des hordes d'Anglais qui débarquaient parce qu'il
il y avait une liaison Ryanair entre Londres et Bratislava, et que les mecs avaient calculé que moyennant, enfin vu la quantité d'alcool qu'ils ingurgitaient, ça coûtait moins cher de prendre l'avion pour venir picoler à Bratislava que d'aller dans un pub à Londres. Et ça, c'est absolument pas durable. Voilà. Mais ça, c'est pas l'aviation, ça. C'est ce qu'on montre en exemple, dire, vous voyez, c'est inutile. Non, l'aviation, c'est les gens qui travaillent dans les usines de l'Est de la Chine et qui, une fois par an, vont retourner voir leur famille pour le Nouvel An chinois. Et si ça, on ne leur permet pas, parce qu'ils ont une semaine pour le faire, et s'ils mettent 4 jours pour y aller, 4 jours pour revenir, c'est mort. Voilà. C'est ça l'intérêt de l'aviation. Et ça, il faut qu'on arrive, et c'est notre rôle d'arriver à sauvegarder ça. Et ça, il y a des choix politiques qui doivent être faits, en disant, bah oui, il y a des limites, il y a des choses, on ne peut pas tout permettre, il faut réguler, mais d'un autre côté, il faut aussi mettre les moyens pour arriver au résultat de la décarbonation. Si on a les moyens, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Une conclusion qui ouvre en plus sur de nombreux sujets qui ne sont pas forcément abordés aujourd'hui, mais qui tiennent à cœur aussi l'équipe organisatrice. Donc merci au passage de l'Église. Vous avez du coup une demi-heure, on va dire, une bonne demi-heure pour poser des questions. Donc, voilà, profitez-en. Je ne sais pas qui veut se lancer. Je n'ai pas de micro, donc vous pouvez y aller plus librement. Moi, c'est une question plus... Enfin, j'ai deux questions. Déjà, de base, un biocarburant, c'est quoi ces composants? Enfin, par exemple, c'est du colza, c'est ouais. Des ouais. comme ça. Et ensuite, vous dites que la production de biocarburants dépend du pays, en fonction du pays. Mais je vois mal la France, en fait, productrice de biocarburants, parce que déjà, en termes d'espace, ça va créer des conflits d'espace. Et même, on pourra... Enfin, je veux dire, on a besoin peut-être d'engrais pour faire pousser colza, etc. Donc, on va encore se mettre la dépendance avec les Russes, etc. Enfin, il y a plein de problèmes qui vont être créés avec oui, complètement. Donc, je vois mal la durabilité. Et en fait, pour moi, initialement, c'était quelque chose de temporaire vers l'hydrogène. Mais on a eu une conférence avec une autre personne de Safran, et maintenant, l'hydrogène, c'est plus long terme. Donc, je ne sais pas si le SAF, c'est aussi pour long terme ou pas. Alors, je vais commencer par la deuxième question, j'arrive à la première. Les SAF, c'est quelque chose qui sera nécessaire même à long terme. Parce qu'en fait, enfin, à long terme. Pour l'instant, notre long terme, c'est 2050. Parce qu'il y a cet objectif de neutralité carbone. À un horizon 2050, de toute façon, ces carburants liquides, ils vont être complètement nécessaires parce qu'on ne voit pas de technologie susceptible de décarboner autrement les vols long courriers. À 2050, si on a réussi à décarboner tous les vols régionaux, nationaux, etc., avec, on va dire, tous ceux, de moins de 1000-1500 km, passer à l'hydrogène, à l'électrique, etc., ce sera déjà quelque chose d'extrêmement important. Mais tous les autres vols, ils sont encore basés sur des carburants liquides. Ceci étant dit, ces carburants liquides, qu'est-ce qu'ils seront? Biocarburant, il faut sauter de la tête qu'un biocarburant, c'est bon pour l'environnement. C'est faux. Ce n'est pas marqué dans la définition. Un biocarburant, c'est un carburant qui est fait à partir de la biomasse, point final. C'est exactement comme bio et diététique. Vous allez dans un supermarché, en général, vous avez dans le même rayon, vous avez nourriture bio, nourriture diététique. Ça n'a rien à voir. Le bio, ce n'est pas forcément bon pour votre ligne. Si on mange un cassoulet bio tous les midis, ça ne se passera pas très bien. La définition d'un biocarburant, c'est un carburant qui est fait à partir de biomasse. En fonction du type de biomasse que vous utilisez, en fonction de la culture, en fonction de l'impact sur les sols, en fonction de l'impact sur les forêts, etc., un biocarburant peut être extrêmement bénéfique et peut être catastrophique pour l'environnement. Et parfois, ça peut être le même. Il y a un hydrotraitement d'huile végétale, ce qui représente 90%, 95% des SAF actuellement. Vous le faites à partir d'huile de palme malaisienne, ça va être catastrophique. On va même émettre plus de CO2 qu'avec un carburant fossile. Pourquoi? Parce qu'il y a de la déforestation, etc. Il y a ce qu'on appelle le changement des sols, de l'usage des sols, etc. Si vous le faites à partir d'huile usagée correctement choisie, vous avez une réduction des émissions de CO2 de l'ordre de 80 à 90%. Et à la fin, c'est le même carburant, c'est la même chose. La matière première utilisée va être fondamentale. Donc nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas déployer les biocarburants. Ce qu'on cherche, c'est déployer les carburants durables. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne met pas biocarburants. Nous, on développe des SAF, des Sustainable Aviation Fuel. Ce qui nous importe, c'est qu'ils soient durables. Et durable, ça veut dire avec des critères de durabilité qui soient acceptés par tous.
Un critère de durabilité, ça veut dire des émissions de CO2, ça veut dire un impact sur les terres, ça veut dire un impact sur l'eau aussi. Est-ce que les SAF produits actuellement aux États-Unis à partir de maïs, en fait il y a une industrie du maïs aux États-Unis qui est très très forte, avec un lobby agricole qui est très fort, et ils ont permis de faire de l'éthanol à partir de ce maïs, et cet éthanol il a été autorisé pour faire des SAF actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui à long terme est intéressant, étant donné la quantité d'eau nécessaire pour faire pousser du maïs, notamment une eau qui est nécessaire en pleine saison sèche? Donc c'est quelque chose qui ne passe pas, c'est pas possible. En Europe, on l'a clairement dit, en Europe, les SAF, notamment de ReFuelEU, on a dit ce ne sera pas des cultures agricoles. Au grand dam des agriculteurs français, hein, parce qu'on a la capacité en France de produire un certain nombre de matières premières agricoles de façon extrêmement durable. On l'a montré, et on le montre tous les jours. Il y a de la betterave qui est extrêmement efficace en termes de bilan CO2, où on a des cultures oléagineuses qui se passent très bien, etc., sans dégradation des sols, etc. On peut faire de l'interculture, c'est-à-dire planter des plantes entre deux cultures alimentaires qui permettent, avec les feuilles, de faire de l'intrant azoté et en récupérant l'huile de faire des carburants. On a des tas de choses qui peuvent se faire. Mais l'Europe a dit, attention, le risque, principe de précaution, le risque il est plus important que le gain potentiel. Donc on l'interdit. Et donc en Europe, on ne fait des SAF qu'à partir de déchets. Déchets agricoles, déchets d'industrie du bois, déchets d'industrie papetière, déchets d'ordures ménagères, fraction organique d'ordures ménagères, etc., huile usagée. Là, il y a un potentiel important. Il y a un potentiel très important au niveau français, notamment parce que la forêt française, elle est sous-exploitée. C'est une dissémination de petits propriétaires partout, etc. La plupart des forêts françaises ne sont absolument pas exploitées. Les exploiter, ça ne veut pas dire les raser pour faire des biocarburants. Ça veut dire valoriser ces forêts, valoriser le bois mort, etc. Voilà. Maintenant, en termes de collecte, c'est une catastrophe. Ça veut dire aller chercher tous les bouts de bois qui traînent, les déchets de branches, etc. Voilà. C'est pour ça que je dis que globalement, ces biocarburants, ils ne seront jamais économiquement compétitifs avec des carburants fossiles. Je veux dire, si on attend que l'industrie se développe et que les prix se croisent, on risque d'attendre longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut à la fois dire on pousse au développement de ces filières, on structure l'industrie qui est derrière, mais en même temps, on la limite très fortement. L'industrie aéronautique est souvent considérée comme une industrie complètement libérale, en disant on vole partout, on fait ce qu'on veut, etc. L'industrie aéronautique, dans son ensemble, n'a qu'un seul mot actuellement, c'est la réglementation. Il faut que ce soit réglementé partout de la même façon, avec les mêmes règles et des règles qui soient les plus claires, les plus stables et les plus fiables possibles. Est-ce qu'une filière française comme ça, du coup, elle a vraiment un futur? Enfin, on aura, je sais pas, mais un Brésilien qui va faire un SAF beaucoup moins cher en plus grande quantité, l'Europe ne va pas dire non, on ne le prend pas, si. Elle pourra dire non, on ne le prend pas à partir du moment où ce carburant ne respecte pas les critères de durabilité. Les carburants, ils doivent être certifiés. Ouais. Et il y a des protocoles, des standards de certification des carburants qui vont notamment vérifier ces critères de durabilité qui sont définis dans la directive RED 2 à l'échelle européenne. Mais le nom n'est pas très important, mais si le carburant, notamment sur la question de changement d'affectation des sols, il est au Brésil produit dans des conditions de déforestation et que le certificateur a fait son travail correctement, ce que je ne remets pas en cause, normalement le biocarburant brésilien ne devrait pas pouvoir entrer sur le marché européen, ou en tout cas ne devrait pas pouvoir être utilisé aux fins de la décarbonation demandée par la Commission européenne. Un point qui est fondamental, qu'on n'a pas dit, Corsia, ça peut paraître un peu flou, etc. Il faut quand même se dire qu'avec Corsia, avec ce qui s'est passé en novembre dernier à l'Assemblée générale de l'OACI, et notamment l'adoption de ce qu'on appelle le LTAG, le Long Term Aspirational Goal, ce qui s'est passé encore récemment avec les résultats de ce qu'on appelle la CAF3, les conférences sur les carburants alternatifs, ce sont des conférences dans lesquelles plus de 180 États ont dit oui, on va travailler sur la décarbonation de l'aérien, oui, on va développer de façon massive ces carburants durables, et on va se mettre dans le cadre de Corsia. Et Corsia, c'est un des seuls mécanismes au niveau mondial sur lequel on s'est mis d'accord sur des critères de durabilité. C'est-à-dire qu'au niveau, dans Corsia, un avion qui partirait
des États-Unis, de l'Inde, de la Malaisie, de l'Australie, etc., seraient considérés de la même façon en termes de critères de durabilité des SAF. Et ça, c'est assez unique. Hein. C'est assez unique. Il y a encore, bien entendu, au niveau des vols nationaux, où là, l'OACI ne peut rien dire, hein, parce que c'est du ressort des États, donc il y a des disparités au niveau des critères de durabilité. Par contre, sur les vols internationaux, on parle tous le même langage. On a tous la même façon de faire, et on a tous les mêmes méthodes de calcul, et il n'y a pas de disparité entre les États. Et ça, c'est quand même assez unique pour le souligner. Et sur la question de est-ce qu'on produira en France, on produit déjà en France des biocarburants. On produit déjà en France des biocarburants aéronautiques, enfin des carburants aéronautiques durables qui sont des biocarburants, donc des SAF en France, mais on produit aussi des biocarburants pour l'industrie du transport routier, pour l'usage routier. Donc on produit des biocarburants à partir d'huile végétale de première génération, on produit de biocarburants à partir de déchets de deuxième génération, on produit de biocarburants à partir de biomasse importée de pays assez lointains. Donc on n'est pas le pays champion dans la capacité de production, mais on a déjà des usines. Quelques usines. On ne couvrira pas les besoins de l'aérien français. Le côté de dire l'avantage de ces SAF, c'est aussi le côté indépendance énergétique, etc. etc. Ce n'est pas avec la biomasse française qu'on va couvrir les besoins de l'aérien français. Ah non. Mais par contre, on est capable d'en couvrir, on va dire, 30 à 40%. Y compris avec la gestion des forêts ouais. Je n'avais pas le chiffre. Enfin, le potentiel, c'est de cet ordre-là. Okay. Après, comme une fois de plus, la difficulté de la forêt française, c'est qu'elle est particulièrement parsemée, avec plein de petits propriétaires partout, etc. Il y a tout le droit rural derrière qui fait ça. Ouais, il y a le potentiel technique et puis il y a ce qu'on pourra faire après. Et une fois de plus, s'il n'y a pas une décision forte de dire soit vous êtes obligé de valoriser cette forêt, vous n'avez pas le droit de la laisser en déshérence, etc. Ou alors à l'inverse, des incitations fortes en disant si vous le faites, ça vous fait un revenu non négligeable, c'est sûr que ça va être difficile. Ouais, j'ai plusieurs questions en fait. Merci déjà, il y a beaucoup de choses. Par rapport aux critères de durabilité, le fait que les SAF ne soient pas agricoles, et vous avez dit que ça serait fait à partir de déchets d'industrie, etc. Est-ce que ça ne va pas rentrer en compétition avec tout ce qui se fait en méthanisation, qui se développe beaucoup en ce moment en France? Et ensuite, vous avez parlé de la forêt. Je me demandais si dans les critères de durabilité, il y avait une partie sur la biodiversité, parce que vous avez parlé de bois mort, etc. Et ça, en ce moment, c'est des choses qui sont souvent mises comme critères de biodiversité. C'est très important dans les forêts. Donc, est-ce qu'on va aller ramasser ça comme ça et on s'en fiche, ou est-ce qu'on va travailler avec cette biodiversité? Et ensuite, il y a plusieurs diapos que vous avez présentés où en fait on voit le doublement enfin vous en avez parlé après, mais le doublement de l'augmentation du trafic aérien. Et là-dessus, je comprends bien que ce n'est pas vous qui êtes à la manœuvre, mais est-ce qu'il n'y a pas quelle est la place du politique là-dedans? Est-ce qu'on ne peut pas dire, je me doute bien qu'on ne va pas pouvoir atteindre les zéros, est-ce qu'on ne peut pas dire on s'arrête là, on limite par exemple au trafic qu'on a en 2025? Est-ce que c'est possible de faire ça? Et si oui, qui peut le faire? Alors, sur le trafic aérien, une fois de plus, il est tout à fait légitime qu'un État, c'est du rôle des États, de dire moi je limite. Voilà. C'est un choix politique qui est fait, qui peut être fait, qui est tout à fait. À partir du moment où c'est démocratique, moi j'ai strictement rien à dire là-dessus. Ce n'est tout simplement pas du tout la vision d'un certain nombre de grands États qui actuellement voient dans l'aérien un moyen de développement économique fort. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, il y a deux types d'États. Il y a ceux qui sont en développement et qui ne veulent absolument pas freiner ce développement. Et pour lesquels l'aviation, c'est un... Il y a une corrélation qui est très nette, c'est assez marrant d'ailleurs. Lorsque vous regardez le PIB et le nombre de vols par habitant. C'est une corrélation qui est phénoménale parce que c'est extrêmement rare d'avoir une aussi bonne corrélation. Elle ne s'est jamais démentie par le passé. Jamais. Même dans les pires périodes de crise, sauf le Covid, là où justement, volontairement, on a arrêté de voler, mais dans toutes les périodes où il y a eu des chocs économiques et des crises économiques, etc., cette corrélation, c'est parfaitement. Dès qu'il y a une croissance économique, il y a une croissance de l'aérien. Alors ceux qui veulent se mousser vous diront que c'est l'aérien qui crée la croissance économique. Je ne suis pas persuadé. C'est plus l'inverse. Néanmoins, ça veut dire qu'actuellement, le moyen de réduire l'aérien, c'est soit une décroissance du PIB, avec toutes les conséquences qu'il y aura derrière, soit des choix politiques d'interdiction.
Il y a un autre levier quand même. Il y a un autre levier qu'on ne met pas souvent en avant, mais que je pense qu'il est intéressant de souligner, c'est les SAF. Ce sont ces carburants durables. Parce que ces carburants durables, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce sont des carburants qui sont extrêmement chers et qui resteront extrêmement chers. On n'est pas en train de parler de 20% d'augmentation. On est sur des carburants qui font 3-4 fois le coût des carburants actuels. On est à 600-700 € la tonne pour du carburant fossile. Si on arrive à être à 2500 € la tonne sur les SAF à long terme, on sera content. Donc on a un gap, et ce gap, il va forcément se traduire par une augmentation du prix du billet, et il va forcément se traduire par une modération du trafic. Après, il y a toutes ces questions d'élasticité. À quel moment le prix du billet sera tellement important qu'il y aura un impact sur les vols? Ça dépend beaucoup de la maturité du domaine aérien, etc., etc. Mais il est clair que de toute façon, l'augmentation du prix de la matière première pour faire ces carburants, enfin de ces carburants, va forcément avoir un impact à long terme là-dessus. Donc, forcément, moi, je ne vais pas prôner pour une limitation du trafic. Par contre, indirectement, voilà, en développement de façon massive ces SAF, on va avoir à la fois la décarbonation de l'aérien et puis cette modération, et notamment modération via ces vols qui n'ont aucune existence, enfin aucune réalité ou aucun intérêt, voilà, que sont des vols à 15 € pour aller à l'autre bout de l'Europe. C'est des choses qui sont de plus en plus difficiles à justifier dans la situation environnementale actuelle. Sur les analyses cycle de vie. Juste pour compléter sur le levier économique, je pense qu'il est quand même majeur parce qu'une décision d'interdiction complète ou quasi complète au niveau politique me semble aussi très peu probable. On le voit nulle part, on le voit nulle part à grande échelle. Par contre, si déjà on taxait le kérosène à la hauteur des autres carburants pour les autres modes de transport, et ensuite quand on obligera à introduire progressivement plus de SAF et qui seront un peu moins subventionnés qu'ils l'ont été par le passé, notamment aux Pays-Bas, on arrivera à une équation économique qui fait que de fait on volera moins, en tout cas pour les loisirs et pour les usages dont on vient de parler. Donc ça résout peut-être pas du tout le problème des émissions globales, mais ça vient dépolluer un peu des usages superflus de l'aérien. Superflu, jugement sociétal et personnel. Mais. Ouais, pardon. Juste pour rebondir là-dessus, moi j'ai l'impression qu'on va juste appliquer les inégalités. Je veux dire, une grande partie aussi des vols qui posent des problèmes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout les vols pour, par exemple, des gens, des PDG, des choses comme ça, qui vont faire des allers-retours New York une fois toutes les 2 semaines. Et ça ne sera pas réduit par l'augmentation du coût. Là, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable que ce soit réduit. Mais faut se développer. Sur ce qui va jouer beaucoup, enfin, je vois nous dans une boîte comme Safran voilà, on a près de 100 000 collaborateurs maintenant. Ce qui joue, ce n'est pas forcément le coût, c'est les engagements de décarbonation de la société. Parce que derrière, il faut mettre aussi, derrière tout le côté aérien, il faut voir aussi qu'il y a toutes les trajectoires de décarbonation de nos propres activités. Alors, pas dans le détail, mais les fameux scope 1, scope 2, voilà, dans toutes nos activités, scope 1, scope 2, c'est nos activités, scope 3, c'est nos produits, pour simplifier. On a une pression extrêmement forte pour décarboner nos activités. Et parmi nos activités, il y a aussi les déplacements. Il y a aussi bien entendu ça. Et c'est par ça que ça va jouer. C'est-à-dire que même si le prix, on peut dire, bon, bah, ok, le PDG, il veut aller aux États-Unis, et si ça lui coûte 4 000 € au lieu de 2 000 €, il ne va pas. Voilà. Par contre, c'est quelque chose qui maintenant est regardé de beaucoup plus près. C'est quelque chose qu'on va. Voilà, c'est typiquement, on va plus trouver de PDG, notamment en Europe, qui va se balader en avion privé en permanence, sauf des cas très particuliers. Mais en tout cas, le mien, je peux vous dire qu'il ne prend pas l'avion privé. Et même s'il est PDG de Safran, et même si Safran a des implantations au niveau mondial, les déplacements, ils sont limités, les déplacements, ils sont regardés, etc. Et là aussi, même ça, même pour une boîte qui fait de l'aéronautique, c'est quelque chose qui est regardé de très près. Donc, non pas parce que c'est trop cher, mais uniquement parce que derrière, on doit décarboner aussi nos activités, et parmi nos activités, les trajets sont importants. Ceci étant dit, on se rend compte aussi d'un certain nombre d'éléments où, malheureusement, tout ne peut pas être fait en distanciel. Il y a des choses, une fois de plus, il y a le côté raisonnable, de se poser la question, de se dire, est-ce que le déplacement que je fais,
que ce soit dans mon cadre de travail, que ce soit dans mon cadre personnel, etc. Est-ce que c'est un déplacement qui est nécessaire? Et ça, c'est une question qui doit être, et je parle de déplacement, moi, je pourrais parler de n'importe quelle autre activité humaine, hein. C'est ça qui doit être maintenant, quel que soit le secteur, notre leitmotiv, de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est quelque chose d'obligatoire ou quelque chose dont je peux me passer? Et voilà, c'est pour ça que moi je disais que je ne suis pas sûr qu'il soit souhaitable que les PDG arrêtent d'aller voir leurs équipes aux quatre coins du monde, parce que les PDG, il y en a quand même très très peu. Et je pense qu'il est tout à fait souhaitable qu'ils continuent à garder un lien avec toutes leurs équipes de direction et les travailleurs dans les différentes usines, pays, etc. On a quand même besoin de se voir aussi pour se comprendre, travailler ensemble, adopter nos stratégies. Donc ça, je pense que c'est pas tout à fait... À titre personnel, je ne pense pas qu'il soit souhaitable d'arrêter complètement l'aviation pour ses usages professionnels. Et oui, c'est vrai que c'est que pour quelques privilégiés de très en haut de tout en haut, mais ils doivent se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire? Et je pense que la réponse, elle sera plutôt oui, il est nécessaire de continuer à voir nos équipes pour certains ou nos clients. Pas pour aller faire des week-ends d'affaires et de loisirs, mais vraiment pour travailler ensemble. Peut-être pas faire des allers-retours sur la journée, peut-être pas changer la manière de le faire, mais continuer à aller faire des séminaires, à se voir, à travailler, à se connaître. C'est la logique de la mondialisation. Après, sinon, on remet la mondialisation en question, mais tant qu'on est des entreprises mondialisées, on a aussi besoin de continuer à avoir nos équipes à l'international. Ça c'est un changement important. C'est-à-dire que là où avant, je pense que on avait une habitude de dire, allez, je dois aller là-bas, bah tiens, je vais y aller, hop, je prends l'avion et j'y vais. Et je l'ai fait, hein, je veux dire, je suis à le quatre coins du monde. Voilà. Maintenant, la question, c'est de se dire, bah, est-ce que je dois vraiment y aller? Et si je dois y aller, est-ce que je n'ai pas d'autre chose à faire au même endroit? Est-ce que plutôt que d'aller en janvier à cet endroit-là et d'y retourner en juin, est-ce que je ne peux pas grouper tout? Au lieu d'y aller 2 jours, bah, je vais passer une semaine et demie, je vais faire un seul vol au lieu de 2, et puis je vais aller voir plusieurs personnes, etc. Je vais mutualiser tout ça. C'est vraiment cette mentalité-là qui évolue beaucoup, et qui fait qu'on arrive à fortement réduire notre empreinte environnementale. Et puis bah, après, derrière, on achète des SAF, on a de la compensation, etc., qui vient en complément. Ça vous paraît sûrement évident, mais ce n'était pas du tout le cas il y a 5 ans ou 7 ans. Moi, on prenait l'avion pour aller 3 jours en Afrique du Sud, 2 jours à Hong Kong. On allait voir un client et on revenait. En début de carrière, je faisais ça. Et c'est plus du tout le cas. Maintenant, on a, et ce n'est pas les réglementations qui l'ont imposé, mais on a un bilan carbone individuel au niveau des dirigeants dans notre entreprise qui est envoyé chaque année, et un bilan carbone de nos missions qui nous est envoyé aussi, pour qu'on sache l'empreinte carbone que tous les collaborateurs qui ont travaillé sur la mission ont eu, et pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui est améliorable. Et donc ça, c'est des mesures qui ne viennent pas du règlement, mais je pense que c'est des mesures comportementales et des petites choses de management qui vont aussi aider à juste mettre un chiffre et prendre en considération cet impact carbone. Quand à la fin de l'année, on reçoit le truc en disant cette année, vous avez fait tant de kilomètres, les émissions de CO2 sont tant, les émissions de CO2 moyennes pour le Sala et Safran sont tant, et qu'on se rend compte qu'on est 4 fois, 5 fois, 6 fois au-dessus, on se dit ah ouais merde. C'est rien que ça. Parce que c'est vrai qu'avant, en fait, au final, même l'information, on ne l'avait pas. De se dire on fait un vol, c'est quoi l'impact climatique de ce vol? Pourtant, même nous qui étions de domaine aéronautique, il y a 20 ans, quand je développais les premières unités de production de SAF aux Émirats, je faisais des allers-retours sur 2 nuits de suite. On partait à 22h de Charles de Gaulle, on est arrivé à 8h là-bas, on faisait la réunion la journée, on repartait à 2h du matin de Dubaï, et puis on était à 8h à Paris et à 9h au boulot. Et on faisait ça 7-8 fois dans l'année. C'est ridicule. Enfin, je le ferai plus maintenant, je le fais plus maintenant d'ailleurs. Et sur le levier économique, je voudrais aussi compléter pour le maritime, parce que c'est assez différent de l'aérien. Le transport maritime, c'est très peu onéreux par rapport au transport aérien. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes natures de produits. Je parle du transport de marchandises. Il y a très très peu de transport international de passagers en maritime, mais le transport de produits, ce n'est pas du tout les mêmes catégories de produits. On va avoir du luxe, des produits pharmaceutiques et des produits à très haute valeur technologique qui doivent permettre de faire tourner une usine à l'autre bout du monde, qui vont voyager en avion, et tout le reste qui vont voyager en bateau. Et là, le signal prix, donc si déjà le carburant maritime il est taxé au niveau des autres carburants, si les obligations d'introduction de biocarburants ne sont pas subventionnées, donc se font à une logique économique qui est le vrai coût de production du biocarburant,
Là, le signal prix va être beaucoup plus fort parce que le PDG qui voyage à New York, finalement, qu'on double ou qu'on triple son billet d'avion, il va peut-être quand même faire son voyage. Ce n'est pas une question économique. Par contre, importer des petits gadgets qu'on va vendre, je ne vais pas citer des marques, mais voilà, des choses importées vraiment de loin, en plastique, pour des décos de Noël, enfin, tout un tas de choses qui sont presque à usage unique et jetables. Si on triple son prix parce que le coût du transport devient non négligeable, là, il y aura sûrement un signal économique pour l'ensemble des personnes qui l'achètent. Et en fait, on va juste arrêter de produire ça ou arrêter de le produire aussi loin. Donc le signal prix il peut être plus fort encore sur le maritime parce qu'on part de tellement bas que ça peut être plus avec les énormes porte-containers qu'on a actuellement, l'efficacité énergétique du transport maritime, elle est phénoménale. On dit souvent, une personne qui dit bah oui, mais il faut taxer le CO2 et comme ça on évitera d'importer. Sur un certain nombre de marchandises, quand vous faites le calcul, vous faites venir un container plein de goodies depuis la Chine, et vous le faites arriver à Rotterdam, puis vous l'amenez par camion à Paris. Il n'est pas rare que le transfert de Rotterdam à Paris en camion coûte plus cher en termes de CO2 que tout le voyage pour aller de la Chine à Rotterdam. C'est même une certitude. C'est une certitude. Donc c'est d'une efficacité en termes de CO2. Je ne dis pas ça pour dire c'est génial. C'est tellement intense qu'on voit, je ne sais plus, les derniers porte-containers, je ne sais plus combien de boîtes ils ont. 24 000 boîtes. 24 000 boîtes sur un bateau. Donc du coup, ramener la tonne, c'est une densité énorme. Ça fait que ce n'est pas sur les émissions de CO2 d'un navire donné ou d'un produit donné qu'on aura cet effet-là. Par contre, sur le prix, le coût, on va dire, si derrière le coût du carburant, qui est une part très importante, le carburant dans les coûts opérationnels d'une compagnie aérienne, c'est 30%. C'est un tiers des coûts opérationnels d'une compagnie aérienne, c'est le carburant. Après, vous avez un tiers, c'est les investissements dans les avions, et puis 40 ou presque la moitié, c'est le personnel. Donc un tiers, c'est ça. Si vous doublez ce coût-là, derrière, ça veut dire que tout le business de la société, elle est perturbée. Donc il y a un levier politique potentiel, mais qui me semble un peu long, qui me semble probablement souhaitable, mais on n'en prend pas la direction à court terme. Par contre, des signaux prix économiques à plus court terme qui vont changer les comportements, eux, ils me semblent plus accessibles dans les 5 ans à venir. Et d'ailleurs, on en prend la direction parce que quand on oblige réglementairement à introduire des biocarburants, ça coûte plus cher, donc ça va se voir dans le prix. Et d'ailleurs, les compagnies avec qui on travaille ont déjà commencé à adapter les prix des billets, notamment du transport aérien, pour prendre en compte le coût des SAF. Refuel EU, c'est très important, parce que Refuel EU Aviation, donc c'est une obligation d'incorporation. Donc c'est le metteur à la consommation de carburant qui a cette obligation-là. C'est pas l'airline, c'est pas la compagnie aérienne qui est obligée de faire ça. C'est le metteur à la consommation, celui qui va fournir le carburant. À la fin de l'année, il doit déposer faire son bilan en disant voilà, j'ai mis tel volume de carburant fossile, tel volume de SAF. Soit le pourcentage correspond à ce qu'a dit Refuel EU, et c'est tant mieux. Soit le pourcentage ne correspond pas à Refuel EU, il y a une taxe. Et ce qui est très nouveau dans Refuel EU, et ce qui vraiment va changer pas mal de choses, c'est une taxe qui est non libératoire. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de payer la taxe pour dire « ok, c'est bon ». Parce qu'une taxe qui est libératoire, ça vous fixe un prix de carburant. C'est-à-dire que si votre carburant il est plus cher que la taxe, tout le monde paye la taxe et puis on est tranquille. Là, c'est une taxe qui n'est pas libératoire. C'est-à-dire que vous payez la taxe, mais le volume, il devra être mis en plus de l'année suivante. Donc ça veut dire que de toute façon, ils n'auront pas le choix. Donc ça veut dire que là, on a vraiment un signal très fort qui est mis sur la décarbonation, mais également sur le prix des carburants. J'avais une autre question. C'était dans le secteur aérien, vous avez dit qu'à chaque fois qu'il y avait un changement, ça prenait énormément de temps en termes de réglementation, parce qu'il y a tout l'aspect sécurité, etc., qui est hyper important. Et du coup, comment faire pour atteindre en fait, les objectifs si à aujourd'hui, le développement technologique prend beaucoup trop de temps en fait? Il y a deux réponses à ça. La première, c'est déjà, je pense, prendre plus de risques. C'est la vertu de l'hydrogène d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, c'est une des vertus principales de l'hydrogène. Et le fait que Guillaume Faury en 2019 ait fait cette annonce qui a surpris tout le monde de dire je vais développer l'avion hydrogène. On s'est tous regardés, on se dit mais ah bon? On y travaillait, c'était du très bas TRL, quoi. On y travaillait des laboratoires académiques, on regardait comment cette drôle de petite molécule, là, comment on allait la manipuler, mais
voilà, on l'utilisait déjà fortement parce qu'Ariane Group, qui est quand même une filiale à 50% de Safran, et c'est le principal utilisateur d'hydrogène liquide pour le transport. Mais voilà, c'était du très très long terme. Et tout d'un coup, Guillaume Faury nous dit, bah voilà, en 2035, j'aurai un avion hydrogène. Ah bon? Donc là, c'était la panique. Tout le monde on s'est organisé pour le faire, etc. On a fait énormément de travaux et on met des forces énormes pour avancer le plus vite possible. Et je pense qu'en 5 ans, on a appris plus sur l'hydrogène que pendant les 30 ou 40 années précédentes. Et ça a eu le gros avantage quand même de désinhiber pas mal de choses. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus personne qui vous dit, en tout cas à côté Safran, dire non, mais c'est impossible, on n'y arrivera pas. On ne peut pas dire on n'y arrivera pas et travailler sur l'hydrogène en même temps, c'est pas possible. Parce que l'hydrogène, c'est une somme de challenges technologiques jamais rencontrés. Et donc du coup, il y a ce fait de se dire, bah, ce que jusqu'ici, on avait tendance à laisser un peu sur le côté en disant, oh là c'est trop risqué, on n'y arrivera jamais, maintenant on le tente. Rail, c'est ça. Rail, c'est dire, on va mettre dans le même truc un open fan, de l'hybridation, une boîte de vitesse. Genre, une boîte de vitesse qu'encaisse 15 MW, c'est quand même... c'est pas simple à faire. De l'allègement, des trucs, on a des aubes de turbines sur ces moteurs-là, un peu, qui se rapprochent un peu du militaire, c'est-à-dire qu'on a des aubes de turbines dont le point de fusion, il est 200 à 300 degrés en dessous de ce qu'ils vont subir. C'est-à-dire qu'on les températures en sortie chambre de combustion sont 300 degrés supérieures au point de fusion du matériau. Donc on est sur des choses qui sont, voilà, pour les faire tenir, technologiquement parlant, voilà. S'il y a le moindre raté, s'il y a la moindre perturbation du truc, on refroidit par l'intérieur, on fait des choses, voilà, on fait des revêtements de protection, on fait des choses comme ça. C'est de la haute couture. C'est vraiment de la haute couture. Donc là, on fait ça, on dit on va prendre ce risque-là. Je pense qu'il y a 15 ans, précédemment, on aurait dit non, ok, c'est bien, mais ça reste un prototype, etc. Si longtemps, on n'y arrivera pas. Donc il y a ça. Après, il y a le fait que les développements, ils vont aussi plus vite. Parce que derrière, il y a aussi toutes ces choses, on fait beaucoup plus de numérique maintenant, on fait beaucoup moins d'expérimental dès le début. Il y a des développements précédents qui ont été faits uniquement en bricolant des petits modèles. Hein, et tiens, ça marche, bon, et puis ça marche, essai-erreur, etc. À la fin, on est sûr de ce qu'on a parce qu'on a testé des milliers de fois, mais on y a passé un temps fou. Là maintenant, avec toutes les technologies du numérique, etc., on va beaucoup plus vite. En tout cas, on élimine beaucoup plus vite des solutions qui ne marcheront pas. Donc ça nous permet quand même d'accélérer ces cycles-là. On va dire qu'on a toujours le même temps, mais par contre, dans ce même temps de 15 ans, on est capable de faire des choses beaucoup plus en rupture que ce qu'on faisait avant. Donc on accélère. Et c'est extrêmement intéressant, notamment pour des jeunes ingénieurs qui arrivent dans le domaine de l'aéronautique. Alors je vais faire mon petit truc là. L'aéronautique n'est pas un domaine qui est en train de mourir de sa belle mort ou qui n'a pas d'avenir, etc., etc. En tout cas, de l'intérieur, nous, ce qu'on vit, ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on vit, c'est la situation d'une industrie dont l'avenir dépend en grande partie de ce qu'on va être capable de faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation où on a une accélération très forte de la R&D. On a une accélération très forte des développements technologiques. On se permet de tester des choses qu'on n'avait pas fait, qu'on n'aurait jamais testé avant. Voilà, on avait un côté un peu, je ne vais pas dire plan-plan, mais en tout cas de dire voilà, tous les 15 ans, on fait notre nouveau truc, on développe les trucs, on a des temps de développement, etc. Maintenant, il y a une accélération très forte, c'est extrêmement valorisant, extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. C'est passionnant. Je veux dire, les gens qui bossent sur l'hydrogène dans les équipes dont je m'occupe, c'est un paradis d'ingénieurs. Enfin, on découvre des trucs, c'est passionnant scientifiquement. Voilà. Et après, derrière, on sait que tout ce qu'on fait, on ne va pas se leurrer, on n'est pas des... je pense que le message qui est passé aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous vendre comme un rêve, l'aviation de demain, le zéro CO2, c'est nickel, ça va marcher, vous inquiétez pas, on a tout en stock, dormez tranquille, braves citoyens, on va y arriver, c'est pas ça. Je ne vends pas du rêve, c'est plutôt Churchill, c'est du sang et des larmes, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant et c'est là qu'il faut être actuellement parce que c'est des domaines où il y a des challenges technologiques qui sont phénoménaux et si on n'y arrive pas, eh ben on est mort. C'est tout. C'est tout. Et celui qui va arriver à faire ces technologies avancées, qui va prendre plus de risques que les autres, qui va réussir
à gagner ces quelques pourcentages de CO2 par rapport à son concurrent, c'est lui qui va survivre. Et c'est passionnant. Merci beaucoup. Alors, on est tout juste à la fin de l'intervention. Je vous laisse le choix entre partir en pause. Une dernière question, toute dernière question avant de libérer nos intervenants. Moi j'ai plein de questions, mais j'ai pas de monopoliser la parole. Après, je ne sais pas si vous restez aussi pour la pause. Je peux rester un peu, ouais. Oui, on peut rester, oui. Moi, c'est vraiment une question qui peut être en oui ou non. Je veux juste savoir si les SAF peuvent être utilisables dans le maritime et inversement. Enfin, si c'est vraiment exactement. C'est les mêmes ressources au départ. Après, c'est pas exactement le même carburant. Il y a des opérations. En fait, dans le maritime, les moteurs sont un peu différents et historiquement, on brûlait des fioul lourds de qualité très basse de fond de cuve dans le maritime. Ça s'est un peu amélioré avec des réglementations sur les taux de sulfure, etc. Mais globalement, les moteurs maritimes, ils peuvent brûler des carburants de qualité inférieure, je ne vais pas détailler les critères, mais que par rapport au moteur aérien. Donc, c'est pas exact. Enfin, on ne se permet pas de mettre un SAF dans un moteur maritime. On peut se permettre de mettre quelque chose d'un peu plus lourd, visqueux et différent en composition. Mais la biomasse d'origine ou l'énergie décarbonée d'origine, pour produire ce carburant durable, c'est la même. Et souvent, les procédés sont aussi très proches. Souvent, un procédé qui est capable de produire des SAF va aussi produire du gazole, va aussi produire potentiellement un carburant marine, etc., etc. En fait, pour produire notamment des SAF à partir d'huile, on produit d'abord du HVO souvent, qui est un biocarburant qui peut être utilisé dans le routier tel quel. Et puis il y a une opération complémentaire dans une autre usine pour l'amener à la qualité aérienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, s'il y a des questions complémentaires, même plus tard, je peux tout à fait vous laisser mon adresse email et tout. Voilà, si vous voulez venir voir ce qu'on fait, vous posez n'importe quelle question. Moi, en tout cas, je suis à votre disposition. Alors, et nous aussi, on recrute de nombreux jeunes ingénieurs. Pas pour le développement des technologies, mais pour l'analyse des stratégies, pour l'audit des émissions et pour les discussions avec les industriels passionnés et passionnants comme Nicolas qui représente Safran aujourd'hui, qui d'ailleurs est un client d'EY. Exactement.